Vous écoutez Turbulence, un podcast de l'agence France Presse. Au cœur d'un monde qui change à toute vitesse, la France se transforme, traverse des crises d'identité. Nous avons choisi 5 zones de turbulence en France à découvrir en 5 épisodes. Je suis Camille Kaufmann et c'est avec moi que vous embarquez pour ce 5e et dernier épisode de cette série sur la France en 2022, à la veille de la présidentielle. Je vous emmène dans le Marais Poitevin, un parc naturel au cœur de la première région agricole du pays. On est à 200 km au nord de Bordeaux. Là-bas, il y a de l'eau partout. On l'appelle la Venise verte. Des digues et des canaux ont été construits dès le XIe siècle pour circuler. L'homme a façonné ce marais pour s'y installer et cultiver ses terres. Mais derrière ce paysage verdoyant se joue une autre des crises existentielles qui traversent la France. Le marais s'assèche sous l'effet conjugué de l'agriculture intensive et du réchauffement climatique dont est particulièrement victime cette région, la Nouvelle-Aquitaine. L'eau se retrouve au cœur d'un conflit passionné lorsqu'en 2011, des agriculteurs proposent de construire des réserves d'eau pour irriguer leurs champs. L'idée, pomper dans les nappes phréatiques l'hiver, stocker l'eau dans des réserves, des immenses bassins à ciel ouvert, et l'utiliser en été. On s'est donc rendu compte que c'était finalement un sujet de lutte entre une agriculture dite intensive et une agriculture dite alternative. Donc ça cristallise le débat entre finalement la droite et la gauche, quoi. Voilà. Pour les militants écologistes, ces réserves d'eau vont fragiliser le marais, réduire la disponibilité de l'eau. Une divergence de point de vue qui provoque de vives tensions, notamment à Mauzé-sur-le-Mignon, une commune paisible à la lisière du Marais Poitevin, où se trouve la première réserve d'eau. Turbulence, épisode 5. Les agriculteurs entre deux eaux. Bonjour, Basile Baudouin. J'arrive à la réserve avec une journaliste. Voilà, c'est juste pour prévenir. Voilà. Merci, tout de suite. Si jamais il a ses chiens, le chien ne rentre pas. La réserve est gardée 24 heures sur 24. Pour éviter toute intrusion, le périmètre est ultra sécurisé. Ah bah c'est un bunker. Hein. C'est détecteur de mouvement, caméra, la nuit tout est éclairé et gardé jour et nuit. Hein. Et donc ça c'est la réserve. Donc là, si jamais un opposant rentre, il est coincé entre deux barrières. Et s'il a ça au cul... Monte là. Si j'y arrive. Après avoir escaladé une butte de 4 mètres de haut, je découvre la réserve d'eau, grande comme 7 terrains de foot. Je la trouve petite, moi. Plus je la vois, plus je la trouve petite. Mais enfin, il y a 5 fermes, 15 exploitants dessus. Il y a 3 élevages là-dessus. Basile Baudouin, 32 ans, exploitant agricole, associé à mon frère, 28 ans. On s'occupe de 400 chèvres et on exploite 200 hectares. Décontracté, avec son sweatshirt noir à capuche, Basile Baudouin me fait visiter son exploitation, située à 600 mètres de la réserve d'eau. Et là, on est où alors ? Là, c'est le bâtiment des jeunes. Mon père est agriculteur, pendant il est à la retraite. Il a d'abord été producteur de vaches à viande, après il a fait du tabac et il a fini céréalier. En 2012, Basile reprend l'exploitation d'un couple d'agriculteurs qui part à la retraite. Leurs enfants n'étaient pas intéressés par l'agriculture. Et moi, j'étais intéressé par l'élevage de chèvres. Donc, c'est une opportunité. Il y avait ici à reprendre l'exploitation entière avec l'irrigation. Avec cette exploitation, Basile Baudouin hérite d'un droit à l'irrigation. C'est-à-dire qu'il y a déjà un forage, un trou qui va 12 mètres sous terre, qu'il peut utiliser pour pomper dans les nappes phréatiques et arroser ses champs. Mais à cause de l'assèchement des nappes, la préfecture interdit de plus en plus tôt dans l'année de puiser de l'eau. C'est pour ça qu'il a besoin d'utiliser une réserve. 100% de l'irrigation sert à nourrir les chèvres pour optimiser au maximum les rendements de ces cultures, donc la luzerne, le soja, un petit peu de maïs et grains aussi, pour nourrir les chèvres. Sans retenue, c'est compliqué parce qu'on peut se trouver, on nous dit 1er août, vous arrêtez d'irriguer, et donc du coup, on arrête d'arroser nos luzernes, et on manque de luzerne après pour nos chèvres. Donc là, il faut en acheter à l'extérieur, c'est pas local, ça vient pas du coin, et c'est un surcoût énorme. Ça vous est déjà arrivé, ça ? C'est arrivé il y a 2 ans. On a été coupé en eau 10 août ou 15 août.
Et donc on a perdu 15% du volume qui nous a manqué, qu'il a fallu acheter à l'extérieur. Tout ça, ça nous a coûté 30 000 €. On économise les bonnes années pour essayer de trouver ça, et puis un coup comme ça nous plante. Ce sont 16 retenues d'eau qui devraient voir le jour autour du Marais Poitevin à l'horizon 2025. Un projet soutenu par la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire. Pour l'instant, une seule est terminée, celle à laquelle Basile Baudouin est raccordé. Les anti-bassines dénoncent une aberration écologique dont profiteront seulement quelques agriculteurs. Le territoire compte plus de 2000 exploitations, seuls 10% d'entre elles seront raccordées. Et pourtant, sur les 60 millions d'euros nécessaires à la construction des retenues, 3/4 seront financés par de l'argent public. Plus globalement, les opposants critiquent le modèle agricole productiviste. Ils dénoncent aussi l'élevage hors sol, dans des bâtiments, précisément le modèle qu'a choisi Basile Baudouin pour élever ses chèvres. Ces gens viennent nous dire comment il faut élever. Alors, peut-être qu'on le fait pas bien, mais achetez des fermes, faites ça pendant 10 ans, faites-le mieux que nous, et après, on ira vous voir. Et je pense pas qu'il y ait grand monde qui serait capable de travailler 70 heures par semaine. On disait que la moyenne chez les agriculteurs, c'était 800 € par mois. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui serait capable de vouloir ça. Les manifestations se multiplient depuis 2018, année où l'autorisation de la construction des retenues d'eau a été donnée. Il y a 2 ans, en plein été, Basile Baudouin découvre qu'une barre de fer a été introduite dans son système de pompage d'eau, une pompe qu'il a dû repayer 8 000 €. Son voisin, David Paya, agriculteur lui aussi, a même envisagé par moments de quitter la France. C'est pas un objectif, c'est un questionnement. C'est-à-dire, c'est de dire, est-ce qu'aujourd'hui, les gens d'ici méritent tout le travail qu'on fait au quotidien. Quand on est sous pression comme on l'est depuis maintenant 2-3 ans, là, les agriculteurs, notamment de Mosée, sont la cible de toute cette haine et puis de ces attaques féroces contre... Là, on est au cœur de l'agribashing, c'est clair. Le 6 novembre, plus de 2000 personnes se réunissent à Mosée-sur-le-Mignon pour protester contre la construction des réserves. Des manifestants découpent et incendient la bâche d'une retenue d'eau dans un village voisin. Parmi eux, il y avait le porte-parole de la Confédération paysanne, le 3e syndicat agricole français. Il a participé au démontage de la pompe de la retenue d'eau en signe de protestation. Une action qui lui a valu une plainte et une audition à la gendarmerie le 17 février. Symbole d'un accaparement de l'eau qui devrait être un commun par une minorité d'agriculteurs au profit d'un modèle agricole prédateur des paysans et du vivant. Symbole d'un modèle qui refuse de s'adapter aux évolutions et aux défis climatiques et qui a donc recours à tous les artifices possibles pour ne pas se remettre en cause. Ce jour-là, pour soutenir le porte-parole de la Confédération paysanne, une 50aine de personnes opposées au projet des retenues d'eau étaient rassemblées devant la préfecture des Deux-Sèvres, à Niort. État coupable sur les bassines, État coupable, très clairement. Celui que vous entendez parler dans le mégaphone, c'est Julien Leguet, l'un des porte-paroles du mouvement anti-bassines, Bassines non merci. L'État a très sérieusement intérêt à changer de position dans le mois qui vient. On sera à 2 semaines du premier tour. Et nous, notre enjeu, c'est clair, c'est que les bassines soient un enjeu national et que, très clairement, dans les élections qui viennent, les gens puissent également voter en fonction des positions des uns et des autres sur ces bassines qui sont un projet de société clé et qui disent beaucoup de l'accès aux ressources et de la justice sociale et de la sauvegarde de l'environnement. Vous avez choisi comme slogan No Bassaran. Pourquoi ? C'est encore un savoureux jeu de mots et c'est vrai que dans nos marques de fabrique dans la lutte, les jeux de mots, l'humour, le décalage font partie intégrante du combat. Donc ça fait évidemment référence à No Pasaran, qui était ce slogan porté par la lutte antifasciste et antifranquiste en Espagne, et qui signifie ils ne passeront pas. Pour dire non aux bassines, ni dans les Deux-Sèvres, ni dans la Vienne, ni n'importe où ailleurs. No Bassaran. Mais c'est qui les fascistes ? C'est vrai que le terme de fasciste il est certainement fort, mais en tout cas les accapareurs, ouais, clairement. On ne dit pas qu'ils sont fachos, ils ne le sont pas tous. Dans la foule, des militants écologistes, mais aussi des agriculteurs ralliés à la cause du développement durable. Ici, on considère mener un combat pour toute la France, car le projet des retenues d'eau est appelé à s'étendre ailleurs. Pour l'État, il s'agit de soutenir l'agriculture face au dérèglement climatique, mais pour ces manifestants, l'État défend une vision de l'agriculture productiviste qui est dépassée.
Un avis que partage Vincent Bretagnol. Vincent Bretagnol, je suis chercheur au CNRS, au laboratoire de Chizé, donc dans le sud du département des Deux-Sèvres. Il fait partie du comité scientifique de la coopérative d'agriculteurs qui porte le projet des 16 retenues d'eau. Je suis ni critique ni négatif. J'y vois une opportunité, en fait, que j'espère les agriculteurs et la société dans son ensemble vont saisir. Parce que c'est une opportunité. Un changement de modèle, un changement de régime, ça ne se fait jamais facilement. Alors il préfère aider les agriculteurs à amorcer une transition écologique pour notamment économiser l'eau. Et ça passe d'abord par une très grande sobriété du point de vue des pesticides, mais aussi une assez grande sobriété du point de vue de l'eau. Tous ces enjeux sont en fait liés. En augmentant la biodiversité grâce à la réduction des pesticides, on augmente la matière organique et on améliore le fonctionnement des sols dans les parcelles agricoles, et en améliorant le fonctionnement des sols, ces sols ont une meilleure capacité, ce qu'on appelle une capacité de rétention hydrique. Ils gardent mieux l'eau pour les plantes, et donc il y a moins de pertes d'eau. Et ces questionnements dépassent le monde agricole. Julien Leguet, qui tenait le mégaphone devant la préfecture de Niort, habite au cœur de la Venise verte, dans un village de 600 habitants. Il est tellement engagé dans une démarche décroissante qu'il a construit sa maison lui-même, uniquement avec des matériaux du Marais. Et dès qu'il le peut, il saute dans sa barque et se rappelle le Marais de son enfance. En été, mon adolescence, on navigue sur un tapis de lentilles vertes. On a l'impression de naviguer sur l'herbe, sur un green de golf. Et en dessous, il y a des quantités hallucinantes d'algues qu'on appelle les cératophiles, les myriophiles, les élodées, etc. Et aujourd'hui, même en plein été, il n'y a pratiquement plus de végétation dans les canaux. Et là aussi, toute la chaîne alimentaire qui va avec, qui disparaît. Et très clairement, il y a 3 semaines, il y a un article qui est sorti dans Sud-Ouest. C'est la Charente-Maritime. Donc, la moitié du versant du Mignon, c'est la Charente-Maritime, qui est recordman de France en tonnage de glyphosate utilisé. Oui, j'ai une certaine tendance à faire le lien entre le fait qu'il n'y a plus aucune herbe et algues dans le Marais Poitevin et le fait que tous ces bassins versants soient soumis à ce régime glyphosaté et autres pesticides. Le Marais Poitevin a effectivement souffert de l'agriculture intensive. De 1996 à 2014, il a même perdu son statut de parc naturel régional à la suite de la disparition de 35 000 hectares de zones humides remplacées par des cultures. La barque, elle est là. Là, je vais aller chercher ma pigouille, qui est ma grande perche, qui va nous servir à avancer le bateau. Vous pouvez y aller. Ici, j'ai été frappée par le calme. L'eau bouge à peine, il y a une légère brise, on perçoit la faune qui s'agite, on entend un martin pêcheur, on voit des traces de loutres. Dans le Marais Poitevin, il y a plus de 300 espèces d'oiseaux et une 50aine de mammifères aquatiques et terrestres. Julien Leguet a 45 ans, il est au chômage depuis 1 an et consacre tout son temps à la lutte pour la sauvegarde du Marais. Mon activité professionnelle, si on doit voir sous le spectre de à quel point êtes-vous intéressé par ce dossier, c'est de faire découvrir la biodiversité du Marais Poitevin. Et très clairement, j'ai le sentiment, et pas que le sentiment, mes observations m'emmènent fortement à penser que cette biodiversité qui s'écroule dans le Marais Poitevin, c'est la conséquence de l'agriculture qui y est pratiquée, mais également de l'agriculture qui est pratiquée sur tous les pourtours, sur tous les bassins versants. Sachant que le Marais Poitevin, c'est le bassin déversant de tous ces bassins versants. C'est le milieu réceptacle, non seulement de la Sèvre niortaise, du Mignon, mais également de 2 autres fleuves, qui sont le Lay et le Curé. Sur ce territoire, le débat autour des retenues d'eau transparaît partout. La musique que vous entendez a été composée dans le Marais Poitevin par Manon Velfringer et Arnaud Guéry, 2 musiciens qui sont venus s'installer ici pendant la pandémie. Ce couple de trentenaires a quitté Paris et son rythme effréné pour ouvrir une résidence d'artistes et faire de la musique. Le Marais est devenu une source d'inspiration. Arnaud Guéry. On a composé des morceaux à partir de ce que l'on trouvait dans le Marais en termes de matière sonore. Et en passant du temps dans le Marais, ils se sont retrouvés au milieu de cette controverse. C'est assez indissociable de notre arrivée ici, c'est vraiment le sujet qui est dans toutes les bouches, toute génération, tout milieu confondu. Ça nourrit notre regard sur le Marais Poitevin, ça nourrit notre travail, et en tant qu'artiste, mais aussi en tant que créateur de cette résidence. En fait, la résidence s'est créée de manière indissociable face à ce débat-là. Puisque aujourd'hui, quand tu
réfléchis au Marais Poitevin, tu ne peux pas ne pas réfléchir à l'eau et donc à ce mouvement. Mais je suis assez interloqué de voir qu'il y a quand même assez peu de personnes qui soient plutôt nuancées. Il y a une grosse dichotomie dans le débat. Aujourd'hui, c'est des positionnements qui sont plutôt politiques. Là, c'est David Paya qui dénonçait l'agribashing dont sont victimes les agriculteurs conventionnels. C'est-à-dire qu'on voit les opposants réserve chez nous, donc c'est plutôt des gens proches des milieux Europe Écologie Les Verts, France Insoumise, donc des partis gauche, extrême gauche, qui sont plutôt dans des mouvements de régression économique. David Paya a 47 ans. Dans sa famille, on est agriculteur de père en fils. Ses parents avaient une 40aine de vaches avec une 100aine d'hectares de culture. Il en a 3 fois plus aujourd'hui et a multiplié la surface cultivée par 4. Sur ces terres, du maïs, du blé, du tournesol, de la luzerne et du sorgho. David Paya, qui travaille avec sa femme, son frère et un voisin, incarne exactement la dynamique que connaît l'agriculture depuis plusieurs années. Les exploitations ferment et se regroupent pour survivre. Les anti-bassines qui dénoncent justement la taille des exploitations qui vont être raccordées aux réserves d'eau le désignent comme un agro-industriel, un terme qui l'agace. On est un peu victime de cette politisation de ce sujet-là. Tous les matins, quand on se lève, on travaille pour essayer d'améliorer nos pratiques, diminuer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, mais tout en continuant à faire notre métier, c'est-à-dire en continuant à produire du lait, continuant à produire des céréales, qui servent aussi à alimenter les gens, les animaux, le marché, un petit peu le marché export aussi. Il faut pas avoir honte de ça parce que en fait, le marché export, c'est aussi des devises qui rentrent en France. Et donc, nous, on est un peu dans ce système-là. On essaye de faire toujours mieux. Par manque de temps à expliquer ce qu'on fait, en fait, on se fait rattraper aujourd'hui par des polémiques. David Paya et les autres agriculteurs raccordés aux retenues d'eau affirment qu'elles sont un début de transition agroécologique. Retenir l'eau en hiver réduit l'épuisement des nappes phréatiques en été. La coopérative qui a lancé le projet impose aussi des mesures pour forcer les agriculteurs à économiser l'eau. Par exemple, ils doivent planter des haies en bordure des champs pour contenir l'eau. Il leur est aussi demandé de réduire leur usage des pesticides. Mais les opposants aux bassines dénoncent leur hypocrisie et des mesures insuffisantes. Nombreux sont celles et ceux qui militent pour une agriculture paysanne, beaucoup moins mécanisée et moins gourmande en eau. Et ils affirment que c'est possible, car en France, seuls 5% des terres agricoles sont irriguées en plus de l'eau de pluie. Je pense que le monde agricole, il se réveille un peu tard, quoi. Enfin, le monde agricole. Une partie du monde agricole, parce qu'il y en a, ça fait des années qu'ils ont compris qu'il fallait changer de modèle. Mais planter 5 mètres de haies par hectare, il y en a qui vont trouver que c'est un très gros effort, alors que nous, on peut en avoir tout autour de nos prés et ça ne nous pose pas de problème. Celle que vous venez d'entendre, c'est la porte-parole de la Confédération paysanne dans les Deux-Sèvres. Je m'appelle Amandine Paco, j'ai 32 ans. Et je suis paysanne à Saint-Pardoux, en Deux-Sèvres. Je suis dans une ferme où on fait des vaches, des poules et des légumes en bio. Il y a 8 ans, Amandine Paco reprend la ferme de son père avec son conjoint. Elle est très mobilisée sur le dossier des bassines. Je l'ai croisée au rassemblement à Niort avec son bébé sur le ventre. Pour elle, il faut repenser le monde agricole, revenir à plus de sobriété, au circuit court, au bio. C'est ce qu'elle tente de faire à son échelle. Je pense qu'ils sont allés tellement loin dans des choix qu'aujourd'hui c'est très difficile de faire machine arrière. C'est difficile de dire bah oui j'ai eu tort en fait, parce que là c'est toute ma ferme qu'il faut repenser quoi. Et c'est pas juste est-ce que j'utilise de l'eau ou pas, c'est bien plus gros que ça, c'est tout un modèle agricole qu'il faut changer. Et ça, ce n'est pas Vincent Bretagnol, le chercheur en écologie, qui dira le contraire. Il y a un grand débat aujourd'hui qui est à la fois scientifique et sociétal autour de l'avenir de l'agriculture. Si je suis un petit peu caricatural, je dirais qu'il y a 2 voies. Il y a une voie qui est ce qu'on appelle l'agriculture 4.0. C'est l'agriculture numérique, c'est celle des drones, c'est celle des robots. Et c'est celle qui est d'ailleurs très prônée actuellement à la fois par l'Europe et par le ministère de l'Agriculture aujourd'hui. Et puis il y a une voie alternative à laquelle je crois personnellement beaucoup plus, qui est la voie de l'agroécologie. Ces bassines font partie de l'agriculture numérique ? Quelque part, oui, c'est-à-dire qu'on met en place des solutions technologiques pour faire face aux défis environnementaux. L'eau, c'est un bien qui se partage pas seulement entre les agriculteurs. On a besoin de l'eau pour l'industrie et on a besoin de l'eau pour la biodiversité. Voilà, il faut quand même avoir une vision un peu globale. C'est la vision qui consiste à dire, qui est la vision purement technologique. J'ai un problème, je vais mettre en place une solution.
ne va pas marcher, tout simplement parce qu'on fait face aujourd'hui à une multitude de problèmes. Malgré ces critiques, Vincent Bretagnol va continuer à accompagner les agriculteurs de la région. Il préfère dialoguer avec eux, car pour lui, cette transition doit se faire. Une semaine après l'avoir rencontré, la Russie a envahi l'Ukraine. Avec cette guerre, on craint des famines dans plusieurs pays du sud de la Méditerranée, comme l'Algérie ou le Liban. Car Moscou et Kiev assurent à elles deux 30% des exportations mondiales de blé. Alors j'ai appelé Vincent Bretagnol pour savoir si l'agroécologie était conciliable avec l'autosuffisance alimentaire. L'agroécologie, c'est une réponse à la problématique de la souveraineté alimentaire dans la mesure où la production agroécologique est basée sur des éléments qui sont locaux. C'est une agriculture qui n'est pas dépendante de l'extérieur et elle produit des aliments destinés à être consommés localement. Et donc, ça ne dépend pas de chaînes de transactions, de déplacements qui eux-mêmes dépendent des énergies fossiles. Et elle produit suffisamment pour nourrir la planète. Aujourd'hui, évidemment, après le Covid, les confinements, la guerre en Ukraine et la crise qui se profile à la fois sur l'énergie, les matières premières et la production agricole, là, je pense que ça devrait être un véritable coup d'accélérateur. Ça sera peut-être le déclic qui fait que les gens, les sociétés, les civilisations commencent à évoluer dans le bon sens. Vous venez d'écouter Turbulence, un podcast de l'AFP. Un grand merci à vous de nous avoir écoutés. Je m'appelle Camille Kaufmann et avec Antoine Boyer et Sarah Lou Lepers, nous sommes très heureux de vous avoir accompagnés pendant ce voyage en France. Merci à toutes les équipes de l'AFP qui nous ont aidés et surtout à notre rédactrice en chef Michaela Cancela-Kiefer. La musique originale a été composée par Clémence Relia et Nicolas Vert. Le mixage a été réalisé par Christophe Robert et c'est Julie Pereira qui a illustré le podcast. Si ça vous a plu, dites-le autour de vous, partagez-le. Nous avons pensé cette série pour qu'elle voyage à travers les oreilles du monde entier. Et pour celles et ceux qui ne parlent pas français, elle est déjà disponible en version anglophone, Crossroads France avec Barney Spender. À bientôt!